Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité pour la tribune de Vaucluse sur RCF Vaucluse. Plus de 17 000 élèves, 1000 enseignants, 28 écoles primaires, 12 collèges, 6 lycées, des BTS, des prépas, de la formation en alternance. L'enseignement privé catholique est bien implanté dans notre département et se développe plus vite comparativement à la participation à la messe dominicale. Comment l'enseignement catholique fonctionne-t-il? Comment sont recrutés les enseignants? Comment se fait la sélection à l'entrée de ces établissements? Et quelles sont les motivations des parents? Enfin, le catéchisme est-il bien enseigné à tous les élèves? Ce soir, pour répondre à nos questions, nous recevons Thierry Hayet, directeur diocésain de l'enseignement catholique, délégué épiscopal du Vaucluse. Bonsoir Thierry Hayet. Bonsoir Pascal. Et bienvenue. Pour vous poser nos questions, je serai entouré de Patrick Nipiller et Henri Faucon, producteurs de RCF ainsi que sur le Cross Média. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et pour des raisons d'organisation, cette émission a été enregistrée vendredi 21 octobre. Mais avant de démarrer nos questions, prenons le temps pour écouter votre parcours. Vous êtes né en 1951, marié depuis 43 ans, vous êtes père de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Vos études primaires et secondaires se sont déroulées dans les institutions religieuses dans l'ouest de la France et à Paris. C'est à Paris, à la Sorbonne et à l'Institut d'études hispaniques qui lui est rattaché que vous avez fait vos études supérieures en lettres françaises et hispaniques. Votre carrière dans l'enseignement catholique a commencé en 1974 sous l'égide de la Congrégation des Oratoriens à l'école Moussaillon de Paris. D'abord surveillant, puis professeur d'espagnol, vous avez terminé directeur des études en 1985. Après une carrière d'enseignant et chef d'établissement dans l'enseignement catholique de l'ouest de la France et à Paris en 2006, Monseigneur Catonose vous propose le Soleil, le Mistral et le poste de directeur diocésain de l'enseignement catholique en Vaucluse, poste que vous occupez aujourd'hui. Alors Thierry Hayet, nous démarrons cette tribune de Vaucluse avec vous sur une question d'actualité. Je me tourne vers Patrick Nipiller. Dans l'actualité aujourd'hui, on constate une recrudescence des violences à l'encontre des enseignants, des chefs d'établissement, a priori que dans les établissements publics. Qu'en est-il des établissements privés catholiques dont dépend le diocèse d'Avignon vis-à-vis de ces violences aujourd'hui? Est-ce que vous y êtes confronté? Non, pas du tout. Nous sommes épargnés par des agressions à l'égard de nos professeurs ou chefs d'établissement ou éducateurs. Ça, c'est clair. Alors vous êtes épargné vis-à-vis de cette violence-là. Vous entendez par violence, il y a d'autres violences aussi. Il y a les violences via les réseaux sociaux, il y a les violences entre élèves. Alors la violence, c'est les violences. Les violences. Elles peuvent être verbales, ça on n'y échappe pas. Par les réseaux sociaux, c'est essentiellement verbal. Même dans la communication quotidienne. Elles peuvent être du regard, elles peuvent être du geste. Donc les violences, l'important c'est moins de constater qu'il y en a, parce que moi la violence, je trouve assez curieux qu'on s'en étonne. Pourquoi vous, ça ne vous étonne pas manifestement alors? Ça ne peut pas m'étonner, ou alors c'est très hypocrite. Comment vous l'expliquez alors? Écoutez, il y a une telle démission depuis un certain nombre d'années, voire de siècles. De la part de qui? Par rapport à l'éducation. Et de la part de qui? De la part de l'État pour commencer, ça c'est clair. À partir du moment où on délite complètement ce qui représente l'autorité, parce que ce n'est pas les violences simplement dans les écoles, c'est les violences dans les familles, c'est les violences à l'égard de tout ce qui représente l'autorité, contre la police par exemple, contre les magistrats, contre les pompiers, contre les médecins, on le voit aussi dans les hôpitaux. Donc la violence, elle est pas que dans les écoles, elle se trouve partout dans nos sociétés. Et donc aussi à l'école. Et aussi à l'école, par définition. Qu'est-ce que l'on fait dans les écoles ou dans les familles pour travailler ou éduquer ou construire au respect de la dignité de la personne? C'est par là que ça commence. La dignité de la femme, la dignité de la maman, la dignité du papa. Faire qu'une société se féminise après avoir essayé d'émasculer les hommes, c'est pas étonnant. On a supprimé le père, donc on a supprimé une forme d'autorité. On a supprimé le maître. Le maître aujourd'hui, il se trouve dans une transmission de quelque chose qui n'est pas automatiquement la connaissance qui est recueillie et acceptée par l'ensemble de la population. Alors là, on est dans le constat, on a bien compris le constat. Mais c'est pas un constat, c'est la racine.
Oui, enfin, c'est qui débouche sur un constat, la situation actuelle, la violence aujourd'hui est verbale dans les familles, etc. Mais comment, dans vos établissements, on travaille pour prévenir la violence entre élèves, la violence sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on se contente de dire, c'est comme ça, c'est la faute de l'État, c'est la faute de la société, ou est-ce que vous faites quelque chose? Non, bien entendu. Alors quoi, justement, c'est ça la question. Ce serait, dans un établissement catholique, il est clair que, je vous ai parlé du respect de la dignité de la personne. La construction d'une personne se fait par une pédagogie intégrale. C'est pas du pédagogisme. C'est avant tout la reconnaissance de la personne, qu'est l'élève, qu'est le prof, qu'est l'éducateur, qu'est le personnel de service, là où il se trouve. Là où il se trouve. Des familles, bien entendu, et ça se traduit par une communication. Mais une communication qui n'est pas une forme de débat, qui n'est pas une forme d'opposition, qui n'est pas une forme de consensus, mais simplement de se poser les questions. En fait, pour être clair, on retrouve ça dans la pédagogie du Jésus-Christ. C'est-à-dire que on transmet une connaissance, on transmet, c'est le rôle du père, c'est le rôle du maître, on transmet de haut parce qu'on a la maîtrise, parce qu'on a la connaissance, et qu'on a la légitimité. Et le Christ, c'est ce qu'il a fait, si on reprend l'évangile de Saint Marc, du début jusqu'à la fin, c'est de dire des choses, mais aussi de questionner. C'est-à-dire d'avoir un langage qui est autant à la, comment dire, la parabole qu'utilisait le Christ, il l'utilisait parce que c'était la culture du pays, des gens auprès de qui il s'adressait. Et il allait les chercher. C'est-à-dire il avait une parole d'en haut, et ensuite, il avait une approche d'en bas. C'est tout. Henri Faucon. Vous venez de nous dire qu'en gros, on ne transmet plus aujourd'hui. Pourquoi on ne transmet plus? Parce que on retrouve ce manque de transmission, y compris dans la foi actuellement. Absolument. Alors pourquoi on ne transmet plus? Je pense qu'on a... Alors, on va revenir sur la grande parole de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je pense que tout est lié à cela. Parce que la peur est liée au fait qu'il n'y a pas de confiance. Si on ne transmet plus, en même temps, c'est parce qu'on a évoqué la violence quotidienne, on n'a pas non plus évoqué la violence dans la contre-éducation. La transmission, un élève aujourd'hui, il est éduqué comment? Il y a 4 facteurs d'éducation. Il y a en principe la famille, à qui aujourd'hui on essaye systématiquement de confisquer sa première responsabilité. On voudrait que les enfants aillent à l'école maintenant à partir de 3 ans. Pour recevoir quoi? Après, il y a l'école. Puis il y a la rue. Et puis il y a les médias qui ont un contre-pouvoir, un contre-éducation énorme. Et la violence aussi apparaît à ce niveau-là. Alors, votre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Non. Mais l'éducation... Moi, ma tutelle, c'est l'évêque. Oui, mais il n'empêche que vous êtes dans l'Éducation nationale. Et pour moi, il y a une ambiguïté là. L'éducation, c'est dans la famille d'abord. Oui. Et je préférerais qu'on parle de ministère de l'enseignement plutôt que d'éducation. Alors, excusez-moi, vos prochains convaincus. Moi, je suis plus pour un ministère de l'instruction. Alors justement, restons sur entre l'enseignement privé et public. Dans l'enseignement, quelles sont les différences en fait? Et on va essayer de voir ça avec vous, Thierry Hayet, sur les différences entre l'enseignement public et privé. Les professeurs dans l'enseignement public, privé, comment sont-ils recrutés et quel est leur statut? Alors d'abord, on n'est pas enseignement privé. On est enseignement privé catholique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, les professeurs de l'enseignement catholique, c'est un débat important parce que c'est lié... Pas de souci. C'est lié au contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire la loi Debré 59, qui nous donne d'ailleurs un certain nombre de libertés qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment exploitées dans l'enseignement catholique. La tendance étant peut-être d'avoir bien souvent le petit doigt sur la couture du pantalon et d'accueillir avec... certaines paresse intellectuelle, moi je le dis, certaines paresse intellectuelle, ou injonctions, ou cages, qui sont en principe destinées à l'enseignement public et pas à l'enseignement catholique, ou à l'enseignement privé d'ailleurs, parce qu'il y a l'enseignement privé qui n'est pas catholique. Nous on n'en a pas globalement sur le diocèse. Alors, il y a eu la loi Debré, ensuite il y a un certain nombre de lois qui sont passées. On était sur le recrutement des profs. Justement, j'y arrive.
la loi Soncy, après la loi Langue-Loupet, qui a fait que petit à petit, le recrutement des enseignants, il est lié dans l'enseignement catholique, j'entends bien, à ce qu'on appelle la commission académique de l'emploi. Alors en plus de ça, elle est paritaire, parce que dans l'enseignement catholique, au niveau national, on aime beaucoup le paritarisme. Moi, je n'aime pas le paritarisme. Et les enseignants passent leur formation dans un institut supérieur de formation de l'enseignement catholique. C'est pas les anciens IUFM, qui aujourd'hui s'appellent ESP, je crois, et ont une formation au master 2, ils ont les mêmes diplômes. Bac plus 5 comme les autres. Absolument, absolument, avec une formation dite fondamentale, spécifique, qui se met en place dans ces instituts. Et comment ils y entrent dans ces instituts? C'est sur concours également, comme dans le public? Non, le concours pour le public, c'est le CAPES, et pour l'enseignement catholique, c'est le CAFEP. Donc, ils rentrent en formation, c'est un choix qu'ils ont. Ils ont fait, ils ont la liberté de choisir une formation, soit dans l'enseignement catholique, soit dans l'enseignement public. Dès l'instant où ils ont l'information, je passe. Et à partir de là, ils suivent l'enseignement, ils passent le concours. Le concours du CAFEP enseignement privé, donc, il est déterminé et validé par un jury mixte, universitaire, public, et membre de l'enseignement catholique, mixte. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes, parfois par rapport à des candidats qui parlent en vérité. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, on a, à partir de là, ce qu'on appelle, au niveau de l'enseignement catholique, l'accord collégial, le préaccord collégial. Les candidats passent devant un jury composé de chefs d'établissement. Alors, quand il s'agit un professeur du second degré, le jury est composé de 2 chefs d'établissement du second degré, enseignement catholique, et un chef d'établissement du premier degré, vice-versa pour un chef d'établissement du premier degré. Bon, il y a une grille de lecture, voilà. Ils sont ou validés, ou pas validés. S'ils sont validés, ils ont le droit de faire appel. Alors, il faut être très vigilant aujourd'hui, parce qu'on est judiciarisé assez rapidement. Lorsqu'on donne un avis négatif, ça peut être discriminatoire, ça peut être... Donc, on est aussi soumis à quelques règles auxquelles il faut faire très attention. Et ensuite, l'enseignement, le maître passe son année, il est nommé dans un établissement pour valider sa formation comme lauréat, établissement catholique, il est inspecté et Mais quelles sont les motivations des candidats au CAFEP, donc, par rapport à ceux qui passent le CAPES? Est-ce que finalement, ce ne sont pas les mêmes candidats, mais qui passent le CAFEP par défaut? Alors, non, pas vraiment. Ça peut exister, ça. Parce que le statut des enseignants du public, a priori, semble plus avantageux, ne serait-ce que sur l'emploi à vie, la retraite, etc. Oui, donc, pourquoi choisir le privé pour un enseignant? Alors, aujourd'hui... avant, si vous voulez, on a des séances d'information et de formation pour les entrants dans le métier. Moi, je l'introduis toujours. Je passe 3/4 d'heure, on a 150 candidats, variés. C'est parfois des retours professionnels, c'est des reconversions, c'est des jeunes, certains qui sont dans le public et qui veulent entrer dans l'enseignement catholique. Alors là, en général, c'est beaucoup plus par conviction. Évidemment. C'est bien. On a des jeunes profs qui sont là vraiment pour rentrer dans l'enseignement catholique parce qu'ils sentent une âme de missionnaire. Parce qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens. Ils sont catholiques, pratiquants, et que pour eux, l'enseignement catholique... Mais c'est une infime minorité? C'est une minorité. C'est une minorité qui a tendance aujourd'hui à être moins minoritaire. Moins minoritaire, parce qu'on a de plus en plus de gens du public. Donc on vient plus aujourd'hui par conviction dans l'école catholique qu'avant. On a cette année deux professeurs qui sont capétiens, qui ont donné leur démission du public, parce qu'il faut démissionner. Et pour vous dire à quel point ils sont convaincus, c'est que quand on est dans le public et qu'on rentre dans l'enseignement catholique, si on démissionne, on perd tout le bénéfice de son CAPES ou de son agrég. Il faut qu'il le repasse. Donc voilà. C'est une situation irréversible, quasiment. Irréversible, mais salutaire. Eh bien écoutez, c'est le moment pour nous d'aller en récré musical. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thierry Hayet, directeur de l'enseignement catholique du Vaucluse. À tout de suite.
Et vous êtes bien sur la deuxième partie de la tribune de Vaucluse sur RCF Vaucluse avec comme invité Thierry Hayet, directeur de l'enseignement catholique du Vaucluse, que vous entendez rire puisque en fait le côté breton n'est pas sans lui déplaire. Et donc après une première partie sur la différence entre le public et privé, on va continuer encore avec une petite question sur cette différence. Patrick Nipiller. On vient de parler du recrutement, la sélection des professeurs et quid des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui dans les établissements privés catholiques du Vaucluse, vous accueillez tous les élèves de toute confession, avec ou sans ratio? Comment ça fonctionne-t-il et qui décide? Alors ça, c'est une question importante. Sinon, on ne la poserait pas. Tous les élèves sont accueillis dans l'enseignement catholique parce que, non pas, c'est pas la loi de Bré qui nous impose de le faire, même si elle le dit. C'est purement évangélique. C'est dans l'évangile. Donc on accueille tous les élèves qui frappent à notre porte et qui acceptent les conditions les propositions qui sont faites par le chef d'établissement. C'est le chef d'établissement qui reçoit la famille. Alors dans ma question, j'évoquais aussi une notion éventuellement de ratio. Je ne dis pas qu'il y a des ratios, je pose la question. Vous dites que vous accueillez tout le monde, je pense notamment aux musulmans qui pourraient frapper à la porte des établissements catholiques. Il y en a. Est-ce que vous établissez un espèce de ratio implicite pour qu'il n'y ait pas trop de musulmans au sein d'une école catholique, ce qui pourrait, malgré leur volonté d'entrer dans l'établissement, quand même causer des problèmes de projet éducatif? Vous avez raison de poser la question. Avant tout, si on est honnête, lorsqu'on accueille un enfant, c'est qu'on a les compétences et les capacités de l'accueillir et de l'accompagner. D'accompagner lui et de continuer à accompagner les autres. Donc, lorsqu'on a des compétences ou projets éducatifs ou projets pédagogiques, que ce soit pour des enfants de confessions différentes, confessions musulmanes ou autres d'ailleurs, mais c'est particulièrement des musulmans en général qui frappent à la porte, oui. D'abord parce qu'on parle de Dieu. Ça veut dire que c'est une des premières motivations des familles musulmanes qui veulent inscrire leurs enfants? On parle de Dieu et il n'y a pas de violence. Voilà. En gros, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Maintenant, il est clair que dans nos établissements scolaires, ce qui est important, c'est d'accueillir tout le monde. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'on leur propose la rencontre avec le Christ. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. L'Église catholique est une église universelle. Absolument. Et que ces enfants-là entendront parler de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, ils le comprennent bien quand on leur dit que c'est la parole de Dieu, puisque le Verbe se fait chair. Il faut l'expliquer comme ça aux musulmans. Parce que le problème de la Trinité, c'est quand même pour eux quelque chose de très incompatible avec Dieu. Ça veut dire que quand je parlais de ratio, ce que je comprends votre réponse, c'est que finalement, il n'y a pas de ratio, mais l'équipe pédagogique en place, en fonction des compétences qu'elle a, peut décider du nombre qui est acceptable pédagogiquement. C'est ça qu'il faut comprendre ? Et du projet. Parce que il est hors de question de pouvoir créer ce que l'on condamne de ce qui a été fait dans la politique de la ville, c'est-à-dire des communautarismes au sein de nos établissements. Ça, c'est clair. Sachant quand même que les enfants qui viennent dans les établissements de catholiques pratiquants, accompagnés de familles chrétiennes, on a 3,5, 4,5%, d'accord, de l'ensemble de la population scolaire qu'on scolarise. Si on a 10% de musulmans, en général, ils sont pratiquants. Donc on a déjà un déséquilibre entre les catholiques et les musulmans. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Alors Thierry Hayet, cette deuxième partie de l'émission est aussi sur le savoir-être et la mixité sociale, ainsi que la foi catholique dans vos établissements. Quel est l'apport principal des établissements catholiques dans le domaine du savoir-être? Est-ce que c'est sur l'apprentissage de la vie en collectivité, le retour à la morale, ou alors l'apaisement ou l'exigence pour justement éviter la violence, dans lequel, a priori, vous êtes un peu tranquille pour l'instant? Savoir-faire, savoir-être. Alors ça, c'est une des trilogies de l'éducation qui est incontournable. Je disais tout à l'heure que l'apprentissage du respect de la dignité de la personne, elle est véritablement fondamentale dans le rapport et la relation entre l'un et l'autre. À partir de là, le savoir-être se met en place beaucoup plus facilement parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Et il faut des règles.
automatiquement, il faut des tuteurs, entre guillemets. Une plante sans tuteur, à un moment donné, elle va Mais se concrètement, tordre. sur ce que vous dites sur l'apprentissage du respect de la dignité humaine, vous qui avez été aussi chef d'établissement et enseignant, oui. concrètement, comment on élève. fait et élève Et mauvais élèves. c'est bon, ça donne, L'émission ça n'est donne- pas assez ça longue. donne- ça donne de l'espoir aux cancres qui nous écoutent, hein, Absolument, bien sûr, heureusement. Hein. 4 fois renvoyés. Comme quoi, hein. Donc, est-ce que vous avez un exemple concret d'une pratique pédagogique particulière dans un établissement privé catholique qui met en valeur le respect de la dignité humaine et qu'on ne trouve pas forcément dans l'enseignement public? Le service. C'est-à-dire Le service à la personne, le service à l'autre, la camaraderie, la capitainerie, le compagnonnage. un exemple dans un établissement, je sais pas, Vaison, Valréas, Ah, pas Orange, j'en sais rien. Quelque chose justement qui nous permette de mieux comprendre comment c'est fait. Le service. service à la Oui. personne, c'est la responsabilisation des élèves, soit par les conseils de classe auxquels ils appartiennent, soit par les conseils de collégiens, conseils de lycéens, soit surtout par la formation aux délégués de classe. Peut-être que la Henri première Faucon. chose à intégrer, c'est que le respect de l'autre commence par le respect de soi-même. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une question qui relève du respect du corps. Et là, on est vraiment dans l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, sur laquelle on pourrait parler. Alors, Thierry Hayet, pour continuer un peu justement sur ces questions, sur cette mixité, moi je voudrais revenir quand même, parce que je suis assez étonné du fait que comment est-ce que l'enseignement catholique arrive à avoir, qui vit en fait dans le monde que nous connaissons, mais qui arrive en fait à avoir une certaine tranquillité à l'intérieur des cours de classe, des cours de récréation, etc. Est-ce que ça veut dire que la situation est sous contrôle dans vos établissements par rapport à tout ce qui est drogue, extrémisme, raquettes, etc. Vous parlez de la drogue dans nos établissements. Si un chef d'établissement dit qu'il n'y a pas de drogue dans son établissement, c'est un menteur. Oui, Bon, on a eu un exemple pas à l'abri, concret il y a oui. quelques années au lycée Saint-Joseph. Oui, mais on a d'Avignon, toujours. hein. Bon, c'est pas propre à Saint-Joseph. Il y en a à l'extérieur et il y en a à l'intérieur. Partout où vous avez des regroupements d'élèves, automatiquement, mais ça existe. Mais la violence pornographique, la violence des médias, etc., provoque bien entendu pour nous, une éducation auprès des parents. Ça, c'est absolument fondamental. Et en même temps, une éducation auprès des élèves qui passent par, une réflexion réelle sur la relation que l'élève, l'enfant a par rapport à sa classe, par rapport à soi, par rapport à sa classe, par rapport à sa famille et par rapport à la société dans laquelle il vit. Et ça passe par ce qu'on appelle, nous, la première annonce. Et le parcours chemin de vie qui a été initié il y a maintenant 10 ans à Valréas répond à ces questions-là. Et le problème du service, le problème de la conscientisation de la personne comme être relationnel, et le travail qui est fait par là est aussi un travail qui éduque les familles. Parce que les enfants, quand ils reviennent à la maison et qu'ils ont développé, il s'agit de réfléchir sur soi et sur l'autre, de donner les clés de la réflexion, d'ouvrir des portes comme les disciples d'Emmaüs. À peu près pareil. Et c'est comme ça qu'on arrive véritablement à avoir une relation plutôt apaisée. Henri Faucon. C'est très fondamental ce que vous dites là. Parce que quelque part, à travers les enfants, vous rejoignez les parents. Ouais. Et l'éducation des enfants fait l'éducation des parents en même temps. Tout à fait. Ça, c'est un rôle et une fonction extraordinaire. Quand même. En même temps, là, vous dites qu'on est aussi là dans une forme de culture de l'inversion. Oui. Aujourd'hui, en Patrick France, on vit Miller. un peu à une recrudescence du communautarisme. Quand je dis un peu, même peut-être que je suis en dessous de la vérité. Est-ce que vous pensez que la mixité sociale qu'on prône dans les quartiers, dans les villes, est aussi un concept qui pourrait être appliqué dans les écoles privées? Ah, pas du tout. Alors là, Surtout pas. Parce que vous voulez, Ça s'invente vous pas. voulez rester entre Du tout. catégories socio-professionnelles favorisées? Du tout. Non, parce que je refuse la démagogie. On n'invente pas la mixité. On parachute pas la mixité. On peut la favoriser. Non, on peut éduquer. Ça se construit, la mixité. Dans un établissement scolaire qui est que de garçons et un autre que de filles, quand on décide de mettre en place la mixité, on ne peut pas la parachuter.
Il faut construire, ça se travaille en amont, c'est un travail de longue haleine. Alors, est-ce que vous, dans l'enseignement privé, aujourd'hui, vous construisez la mixité sociale dans vos établissements Bien ou sûr. vous considérez qu'il vaut mieux rester entre soi? Non, mais on y va lentement, on n'y va pas à la hussarde. Parce que quand on fait de la mixité Et quels sociale... progrès ont été faits déjà jusqu'à aujourd'hui, alors? Chez nous, Oui. la mise en place de structures particulières pour travailler sur les 10, travailler sur tout ce qui correspond aux dyslexies. D'accord. Aujourd'hui, on a une grosse réflexion sur la mise en place de structures permettant de favoriser l'accueil des autistes. L'accueil de Par personnes handicapées, Oui, même bien physiques sûr. aussi. Oui, oui. Enfin, la mixité sociale, c'est pas la personne qui a un handicap. Pour moi, la Non. mixité sociale, c'est les catégories socioprofessionnelles défavorisées qui, on le sait, fréquentent pas les écoles publiques. D'ailleurs, les écoles privées. Ah, faux. D'ailleurs, si celles-ci ont un Faux. gros succès, c'est surtout parce que les gens se retrouvent entre soi, quand même. Parfaitement faux. Bon, ce expliquez-vous que alors, vous parce dites. que ça Alors- correspond pas du tout à l'image que l'on peut avoir de l'école privée aujourd'hui. Non, mais on a au niveau de l'accueil, je vous disais, on accueille toutes les familles. Bon. Allez à Saint-Vincent-de-Paul, vous allez voir à Saint-Vincent-de-Paul, quelle est la mixité sociale? Je veux dire, c'est plutôt des élèves qui sont globalement très défavorisés, avec des élèves qui le sont plus et qui n'ont pas, n'ont pas une pauvreté financière, mais une pauvreté intellectuelle. Oui, parce que la pauvreté culturelle. financière sera antinomique avec le fait de pouvoir Il y payer a des tas de pauvreté. Ah bah oui, mais vous il faut savez, payer quand même. ouais, mais quand vous payez Saint-Vincent-de-Paul, ça doit être à peine 10 € par mois, un paquet de cigarettes. Hein. Donc ça, c'est faux. Il faut le démentir. Dans nos établissements scolaires, rien de financier ne peut être un obstacle à l'inscription d'un élève dans nos établissements. Et on a des boursiers, quantité non négligeable, et on a des boursiers internes. Alors cette situation qui va à l'encontre de l'imagerie publique sur l'établissement catholique, elle a plutôt évolué dans ce sens-là ou bien ça existe depuis longtemps cette mixité sociale? Donc, ça a toujours été. Avant tout, ce sont les moines qui ont créé l'école obligatoire, j'allais dire, et tous les enfants, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, les Salésiens, les Lassalliens. Si on prenait le lycée Saint-Joseph à côté de nos studios, là, vous pensez qu'il y a une grosse mixité sociale à Saint-Joseph? C'est un établissement au milieu d'autres. Maintenant, le projet éducatif est différent. En revanche, c'est le seul établissement qui a un micro-lycée. Un micro-lycée? Un micro-lycée. C'est un lycée du soir pour tous les décrocheurs et qui n'ont aucune finance. Ce sont des gens qui sont des décrocheurs, qui ont abandonné leurs études. Et pour ces gens-là, on essaie désespérément d'avoir des bourses au niveau de l'État et on n'en a pas. Eh bien écoutez, moi je vous propose de décrocher, mais de revenir. Voilà, on va faire une pause avant de nous retrouver avec Thierry Hayet, directeur de l'enseignement catholique pour le diocèse d'Avignon. Nous nous retrouvons sur RCF Vaucluse dans la tribune du Vaucluse avec Thierry Hayet, le directeur de l'enseignement catholique du Vaucluse. Thierry Hayet, nous faisons notre troisième partie avec vous et on va parler en fait du développement de l'enseignement catholique en Vaucluse. Voici 10 ans, il y a Monseigneur Quatennens qui a promulgué une charte de l'enseignement catholique pour le diocèse. Une des idées principales était de mettre le Christ au cœur du projet éducatif et, en 2013, la Conférence des évêques de France a sorti une sorte de cahier des charges qui vise à donner du sens à l'enseignement catholique et à son organisation. Pensez-vous que Monseigneur Quatennens a été prophète dans son pays? Oui. Et alors? Complètement. D'accord. Il n'a pas été prophète qu'en Vaucluse. On peut dire que c'est lui qui a peut-être inspiré le cahier des charges établi par la Conférence des évêques de France. Complètement d'accord. C'est-à-dire que autant lorsque la parution de la charte a provoqué les remous qu'on connaît, pas que des remous d'ailleurs. Des cris d'orfraie, on pourrait dire, complètement. Mais comment donc il n'avait rien compris parce qu'il n'avait pas lu d'ailleurs. On l'avait accusé de vouloir créer du communautarisme. Voilà, alors que, oui, je me souviens très bien, c'était mon baptême de bisu. En arrivant sur le diocèse? Non, dans nos corps très constitués des directeurs diocésains à Paris, à l'époque de Malartre, et de dire, mais comment le Monseigneur Cateau ne veut que des baptisés dans l'enseignement catholique? C'était le contraire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était le contraire. C'est de permettre aux établissements catholiques d'annoncer le Christ, et de mettre le Christ, évidemment, et de dire aux profs, mais vous n'êtes pas nourris simplement spirituellement par le Christ, mais matériellement. Il n'y a pas d'école catholique sans Christ. Et aujourd'hui, dans le Vaucluse, est-ce que ce cahier des charges établi par la Conférence des évêques en 2013 est appliqué? La charte est appliquée. Mais est-ce qu'elle est acceptée, reçue, mise en œuvre? Elle est mise en œuvre. Oui, dans tous les établissements du Vaucluse. Vous en êtes le garant? C'est vous qui en êtes le garant? C'était la mission qui était la mienne. Mais une fois de plus, ça a mis longtemps. Mais bien sûr. Comme je vous le dis, ces choses-là ne peuvent pas, comme la mixité. Mais ceci dit, si vous avez réussi à le faire en 3 ans, c'est quand même non, 10 10 ans.
Non, mais je parle depuis la promulgation en 2013 du cahier des charges des évêques. Alors, en 2013, ce n'est pas le cahier des charges des évêques. En 2013, c'est le statut de l'enseignement catholique. Oui. Publication du statut de l'enseignement catholique, qui n'a pas été promulgué par la Conférence des évêques de France. Il a été publié. Le statut ne peut être promulgué que par l'ordinaire du lieu. D'accord. C'est bien l'évêque. Donc c'est à ces statuts que je faisais allusion en 2013. Mais vous aviez donc Oui. commencé le travail avant 2013. Largement, comme la réforme du collège. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à l'asymptote, tout est parfait. Oui. Tout baigne à ce niveau-là. Non, la perfection n'existe pas. Mais c'est pour, On ça est que je parle, c'est pour ça que je parle sur un d'asymptote. chemin de L'asymptote, sainteté. on l'accompagne, on ne l'atteint jamais. Hein. Oui. On tend Non, vers. c'est-à-dire que Est-ce que vous tendez vers Voilà, tous les éléments aujourd'hui sont mis en place pour que cette charte et le travail d'enseignement catholique se fasse. Parce que ça repose sur les personnes. Hein. Ça repose sur les personnes, ça repose sur le recrutement des chefs d'établissement, ça pose sur le travail quotidien avec les profs, les adjoints pastorales scolaires, sur la formation surtout, la formation fondamentale. Vous avez évoqué la réforme du collège. Quel impact ça a dans les écoles catholiques ? Enfin, la réforme du collège sur le fond. La réforme du collège, nous, ça fait des décennies qu'on l'applique comme ça, c'est-à-dire que les professeurs travaillent ensemble. Enfin, un projet aussi déjà ? Projet transverse ? Projet éducatif. Et puis ça ne change rien des projets d'il y a 15 ans sur les itinéraires de découverte. Les profs de l'enseignement catholique. Donc ok pour la réforme des collèges, mais... Non. Ok pour la forme, le fond, le non. La forme, oui. Le fond, non. Parce que le fond, c'est une étape supplémentaire de confiscation réelle de l'éducation des familles auprès de leurs enfants. C'est la confiscation de l'éducation, c'est l'éradication même. En plus, c'est l'éradication de la civilisation chrétienne. Ça veut dire, Thierry Hayet, qu'en fait... Là, on est contre. Ça veut dire que Thierry Hayet, que même si vous avez, je reprends le terme de tutelle, mais l'éducation nationale qui vous demande en fait de pouvoir enseigner d'une certaine façon et un certain nombre de programmes, il n'empêche que vous avez une certaine liberté pour ne pas pouvoir le faire. Bon, bien sûr, heureusement d'ailleurs. D'autant plus que on peut pas se poser la question de savoir quelle est la réforme qui va permettre à des enfants, alors on parle de l'accueil pour tous, de s'enorgueillir de la France, de l'histoire de la France, de ses rois, de ses saints, de ses héros, de ses paysans, de ses ouvriers, de ses officiers. Enfin, il faut arrêter d'être démissionnaire par rapport à une vérité qui est une vérité existante. Il faut arrêter de mettre dans les programmes SVT l'idéologie du gender qui est une réalité. Donc le pape ne s'est pas trompé. Ah, pas du tout. Et est-ce que tous les profs d'histoire géo sont d'accord avec vous mais ils s'interrogent. Dans votre enseignement? Non, mais ils ont la liberté de choix. Quand même, il y a des programmes. Attention, il y a des programmes. Il ne faut pas non plus focaliser sur les programmes. C'est surtout la manière dont sont relayés les programmes dans les manuels. Parce qu'autant il y a une forme de dictature des médias, autant il y a une forme de dictature des manuels. Et vous dites quand même que les enseignants trouvent une certaine liberté au sein des programmes. Et les établissements ont le choix quand même des manuels. C'est très important. Il y a les manuels. Et il y a suffisamment d'éclectisme au niveau des manuels pour que le choix soit pertinent. Oui, aujourd'hui, oui. Mais il n'y a peut-être pas toute la connaissance des manuels qui sont sortis pour tout ça. C'est un travail collectif au sein des établissements scolaires. Il faut véritablement aussi avoir une information, une vraie formation sur le choix des manuels. Là, on parlait des collèges rapidement sur les écoles primaires. La réforme des rythmes scolaires, elle n'a pas été adoptée dans les écoles privées catholiques, non, je crois. Nous, on a travaillé sur le rythme de l'enfant. C'est-à-dire que ce que prône la grande majorité des pédagogues sur l'utilité des 5 matinées par semaine, vous asseyez dessus. C'est ça ? Non, sauf si c'est le samedi. Bah, c'est le cas. Parce en que laissant le mercredi, oui, donc... si pour avoir 5 matinées, il faut inévitablement avoir le samedi. Non, le mercredi. Il y a le mercredi. Et c'est surtout le mercredi qui a été choisi. Vous, si ça avait été le samedi, vous auriez été d'accord ? Si on avait choisi, le samedi, oui, c'est le seul moment où on a les pères dans nos écoles. Henri Faucon. Vous avez parlé tout à l'heure des SVT, c'est-à-dire Sciences de la vie et de la terre. Il y a quelque chose qui me gêne et qui m'interpelle dans cette dérive de la sémantique. On est passé des sciences naturelles. Leçon de choses. Oui, aussi. Mais sciences naturelles à SVT, c'est-à-dire qu'on a éliminé ce qui est naturel. Et quand on parle de loi naturelle, il y a beaucoup de sous-entendus. Oui, alors c'est vrai que c'est assez, provocateur, voire un peu mensonger, quand on voit les programmes, de parler de sciences de la vie et de la terre. Quand, essentiellement, et on a un professeur
SVT, pour ne pas le nommer, qui un jour inspectait, et on lui faisait le reproche de ne pas avoir véritablement suivi un programme à la lettre sur la contraception, l'avortement, etc. Il a dit, monsieur, je suis professeur de la vie et de la terre, pas de la mort. Thierry Hayet, une dernière question. Quels sont les enjeux pour l'enseignement catholique dans le Vaucluse pour ces 10 prochaines années? Alors, les enjeux, ils sont liés avant tout. Alors, c'est vrai qu'on a, depuis 5 ans, 1100 élèves de plus. On a eu un certain nombre d'ouvertures de classes. Sur 17 000, si je me souviens bien. Oui, voilà. Enseignement agricole inclus. Et les enjeux, ils sont aujourd'hui de pouvoir répondre à la demande des familles qui frappent à nos portes, de pouvoir répondre aux choix qu'ils ont faits de l'enseignement catholique en toute liberté. C'est-à-dire de mettre en pratique la liberté de choix des familles, de l'école, qu'ils choisissent. Et pour ça, il faut que les conditions soient réunies. Ce n'est pas simplement les transports scolaires. Et ça, c'est un élément, ça peut être un obstacle, la liberté de choix des familles, un transport scolaire. Donc ça, c'est le département. C'est les ouvertures de classe. Et ça, c'est les crédits limitatifs. Donc, on l'a fait à Monteux. On a créé une classe sur contrat, il y a 4 ans, qui est contractualisée depuis cette année, et sans impacter les finances des familles. Hein. C'est le choix de l'établissement qui a fait. On peut avoir des... Et qui a payé alors l'établissement. On peut avoir des classes hors contrat. D'ailleurs, il faut que ce soit la réflexion, notre réflexion, d'avoir des classes hors contrat dans des établissements sous contrat. C'est une autoroute extraordinaire pour travailler sur un projet. C'est un nouveau concept, Ça sera peut-être l'objet aussi d'une autre émission. Voilà. Donc, c'est surtout les délocalisations qui, aujourd'hui, dans les années à venir, dans les 4-5 années à venir, c'est des délocalisations sur Valréas, délocalisations sur l'île sur Assorgue, délocalisations sur la Tour d'Aigle. Délocalisation de quoi? De l'établissement. Alors, soit dans la même cité, soit hors cité. Pour pallier justement au problème de transport éventuellement? Non, pas simplement. On peut pas, parfois, on peut pas pousser les murs. Ah oui, des structures. Pasteur. Donc en gros, c'est une crise de croissance qu'il va falloir que vous arriviez à gérer pendant ces 10 prochaines années. Est-ce que vous attendez une augmentation des effectifs significative encore? C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'avoir des augmentations et au niveau du premier degré de plus en plus. Donc, ce qui fera qu'automatiquement, on aura derrière des augmentations d'élèves en collège et lycée. Eh bien, écoutez, voilà, ça sera le mot de la fin. Donc, l'enseignement catholique du Vaucluse a encore de beaux jours devant elle. Grand merci Thierry Hayet d'être venu dans nos studios pour répondre à nos questions. Merci. Également merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Dominique Ribas, Patrick Nipiller, Henri Faucon, Clément à la technique ainsi qu'Olivier Meunier. Bonne soirée à tous et à très bientôt.